sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Bonjour. Regardez où je me trouve. Ben oui, non plus dans mon bureau à Boulogne, mais au bord de la mer. Ouais. C'est agréable. Non, nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes là parce qu'ici même, à l'endroit où je me trouve, il y a quasiment 3/4 de siècle, disons 80 ans, le 6 juin 1944, là où je me trouve, à l'aube, la mer était couverte de plus d'1 millier de bateaux. C'était le début de l'opération Overlord, plus connue sous le nom de D-Day, et encore du débarquement. Alors, que s'est-il passé? Essayons de camper le décor. Nous sommes en 1941. La France, vous vous souvenez, hélas, a très rapidement capitulé. L'Angleterre est arrivée à sauver le maximum de choses qu'elle pouvait à Dunkerque. Et là, un certain Churchill, un homme de génie comme De Gaulle, a dit « Nous allons y revenir ». Mais Churchill savait fort bien que ça allait être très, très dur et très compliqué. Pourquoi? Parce que pour revenir en Europe, entre la France et l'Angleterre, il y a la Manche. Et donc il fallait des bateaux, beaucoup de bateaux. Chaque jour, il fallait débarquer une division, 10 000 tonnes de matériel, de vivres, de munitions et 1200 véhicules. Je dis bien, chaque jour. Autrement dit, il fallait donc un grand port. Seulement les ports étaient très bien tenus, verrouillés et très bien défendus par les Allemands. Et donc ça aurait pris beaucoup de temps, ça aurait coûté très cher en hommes. Il fallait l'effet de surprise. Et là, l'idée de Churchill, c'était de dire, eh bien, puisqu'il n'y a pas de port, nous allons les construire en Angleterre, en pièces détachées, et nous allons leur faire traverser la Manche en une nuit, et nous allons les installer. Telle était l'idée de génie de Churchill. Seulement, du rêve à la réalité, il y avait beaucoup de problèmes à résoudre. Et Churchill écrivait à Lord Mountbatten, qui était le maître d'œuvre de génie de cette opération, et lui dit « Il faut me résoudre les problèmes de la marée qui monte et qui descend. Donc il faut un port flottant avec des quais qui montent et qui descendent. Il faut aussi me trouver la meilleure solution pour l'ancrage. » Et puis d'ajouter « Ne plaidez pas pour ce qui est impossible. Les difficultés plaideront assez d'elles-mêmes et arriveront sans que vous les demandiez. » Tel est donc l'esprit dans lequel on était. Et là, pourquoi nous sommes ici? Pour le côté performance militaire, évidemment, on va y revenir, mais surtout le côté technique. Qui a eu l'idée de ce port? Comment a-t-il été construit? Où il a été essayé en Écosse, au nez à la barbe des Allemands? Quels problèmes technologiques il a fallu innover et résoudre? C'est ce que nous allons faire dans cette chronique. Le problème, c'était donc de concevoir un port. Et qui dit port, dit d'abord des quais. Et de fait, des quais qui montent et qui descendent avec la marée. C'était ça, la grande révolution. Ils étaient montés sur des espèces de grandes pattes métalliques qui reposaient sur le fond de la mer et qui servaient de guide. Mais attention, ce sont de très grosses pièces métalliques qui pesaient près de 1000 tonnes et qui étaient grandes comme la moitié d'un terrain de football. Une fois qu'on a les quais, solidement ancrés bien sûr, il faut les relier à la côte distante d'environ 1 kilomètre. Et donc, on a inventé des routes flottantes. Des espèces de grosses chenilles métalliques avec des poutrelles reposant sur des flotteurs, tantôt en béton, tantôt en ferraille, et le tout solidement ancré. Il fallait tout de même protéger ce port contre la houle et les vagues. Il fallait donc des digues. Et comme il n'y avait pas de digues, on a donc d'abord coulé des bateaux en arc de cercle. Et comme ce n'est pas très profond, à peu près 10 mètres, les bateaux étaient à moitié immergés. Et de fait, on a formé un plan d'eau calme, et ensuite, on a amené depuis l'Angleterre d'énormes caissons en béton, des espèces de trucs énormes qui pèsent jusqu'à 10 à 12 000 tonnes, qui ont été fabriqués dans les ports et sur les plages en Angleterre, qui ont été lancés comme des bateaux, et surtout, qui flottaient, et qui ont traversé la Manche, et que l'on a coulé en place, de façon à faire une immense digue, avec, ne l'oublions pas, 3 passes pour permettre l'entrée et la sortie des bateaux. Tel est donc ce mécano de 600 pièces qui a été conçu en 2 ans. Donc voilà, il fallait encore être sûr que cela marche, et donc
Les Anglais, très astucieusement, ont en quelque sorte testé ces matériels, mais loin des regards des Allemands et des avions. Et pour cela, ils ont trouvé une petite baie en Écosse qui avait la même consistance de sable qu'à Romanche. C'est ça qui est étonnant, avec les mêmes marées, la même houle. C'était à Carn Egg. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que tout ceci s'est passé au nez et à la barbe des Allemands. Comme vous pouvez le voir, d'ici on aperçoit tout le port de Garliston. La première chose dont je me souvienne, c'était ces bateaux à vapeur qui remorquaient toutes sortes de choses. On ne savait pas du tout à quoi cela pouvait servir. Ensuite, l'armée est arrivée. La région entière a été mobilisée et les soldats ont été logés dans les environs. Puis ils ont commencé à assembler les routes flottantes. Ensuite, on a vu débarquer les Américains avec leurs Seabees, l'équivalent de nos ingénieurs anglais. Ils étaient là pour former les hommes à assembler et à démonter les routes flottantes. Alors bien sûr, en nous-mêmes, on a senti que quelque chose de terriblement important se passait. Alors, pourquoi finalement ce site d'Arromanches? N'oublions pas qu'il y a un deuxième port artificiel qui a été construit. Là, celui-là, c'est celui des Anglais, à Arromanches, et puis un peu plus loin, à Saint-Laurent, c'est le site, à Omaha Beach, des Américains. Alors pourquoi ce site? Eh bien, parce que finalement, après étude, c'était pas mal. C'était une plage d'à peu près d'1 kilomètre de long, pris entre deux éperons rocheux, ce qui permettait, disons, d'être protégé des courants, en pente très douce, ce qui permettait aux péniches de débarquement d'approcher. Et puis, sur le plan militaire, ben, finalement, elle était bien sûr défendue par les Allemands avec des mitrailleuses, avec quelques blocos. Et puis un mur, vous voyez, regardez le vestige, là c'est un mur anti-char que les Allemands avaient coulé et bétonné pour empêcher, au cas de débarquement, que les chars puissent passer. Donc finalement, le choix a été bon sur le plan militaire. Il y avait une toute petite garnison d'hommes qui surtout défendaient 2 radars qui étaient braqués sur l'Angleterre et qui avaient une portée de 100 km pour un, 80 km pour l'autre, mais qui étaient très facilement brouillables, donc peu fiables. Et il y avait un élément de défense qui était sur le site même, dans ces casemates qu'on voit là-bas, où il y avait des canons de 75 allemands, quelques canons, un aussi où se trouve le char Berry au bac un tout petit peu plus bas, et où il y avait 3 mitrailleuses lourdes qui défendaient le site. En bas, des mines, un champ de mines bien sûr, comme sur toute la côte, tout était infesté de mines. Et le 6 juin 1944, à 5 h du matin, des images inoubliables. 5 têtes de pont, 20 000 véhicules, 10 000 tonnes de matériel qui sont sortis des soutes des LST. Là encore, une belle invention. Ces espèces d'énormes bateaux à fond plat qui viennent s'échouer sur la plage, avec à l'avant de grandes portes qui s'ouvrent pour décharger le matériel. Mais surtout, l'innovation, c'est qu'à l'arrière, il y avait un treuil extrêmement puissant. Ce treuil tirait un câble avec au bout une ancre plantée dans le sable. Et le bateau se hissait, glissait sur le sable en marche arrière pour reprendre la mer. C'est là où l'opération Mulberry, puisque c'est son nom, prend tout son sens. 6 juin 44 à 18 h, Arromanches est libéré. La suite, c'est un incroyable chantier. 7 juin 17h50, à 2 km au large, ça a été l'opération sabordage des premiers bateaux qui vont jouer le rôle de brise-lames. 8 juin, début de la construction de la digue artificielle avec en quelque sorte l'immersion des caissons dits Phoenix. 9 juin, une première route flottante est posée. Suivent les têtes de pont. Et ainsi, pièce après pièce, tout ce gigantesque mécano prend forme. 14 juin, la première tête de pont fonctionne et le premier déchargement de bateaux peut commencer. Victoire, pas tout à fait, car malheureusement les événements vont jouer un mauvais tour aux Alliés. Et oui, une tempête
comme on n'en avait jamais vu depuis un siècle, a sévi sur la côte normande et a réduit à néant, démoli le pont d'Omaha Beach des Américains et malmené le port d'Arromanches. Mais on a retroussé ses manches et quelques jours après, il reprenait du service. Chapeau, messieurs. 80 ans ont passé. Que reste-t-il à la fois de cette formidable aventure sur le plan militaire unique au monde, mais également sur le plan, vous l'avez vu, technologique, hélas, fort peu de choses. Quelques éléments. Par exemple, ici, vous avez ici à Arromanches, on a sauvé l'un des éléments de ces routes flottantes qui faisaient 1 kilomètre de long. C'est-à-dire ces éléments métalliques reposaient sur des flotteurs qui étaient soit en béton, soit en acier. Mais là, ils sont rongés par la rouille. Il reste également, vous voyez ici au large, eh bien, toute une ligne des fameux caissons en béton Phoenix. C'est noir, c'est loin. Non, attendez. Quand vous êtes à côté, ça fait 8 à 10 000 tonnes sur des blocs énormes, gigantesques. Et malheureusement, eh bien, la houle, la mer, fait son travail. On aurait dû, à mon avis, essayer d'en sauver quelques-uns. Et puis, surtout, ici à Arromanches, il y a un très, très beau musée. Ce qui est étonnant dans ce musée, c'est la richesse, même avec des objets insolites. Par exemple, ici. Tout à fait. Ça montre à quel point les Alliés avaient besoin de précision pour le débarquement. On vient utiliser des engins qui donnent l'endroit exactement des barges au milieu de la Manche. Mais c'est le GPS de l'époque. C'est le premier GPS de l'histoire. C'est le premier GPS de l'histoire, tout à fait. Parce que la précision était indispensable. C'était le mot de rigueur. Il fallait à tout prix être précis sur les parachutages, sur l'endroit de débarquement des barges, pour pouvoir mener à mieux cette mission. Alors, ce que je trouve aussi étonnant, voilà, c'est l'immersion dans des écrans très grands. On est avec les équipes qui vont débarquer. On est dans le débarquement. Là, on a sous les yeux véritablement l'image du débarquement de Normandie. On voit les avions, on voit ces hommes, on voit les navires tels qu'ils débarquaient. C'est la grandeur de l'opération reflétée dans l'image directement. Et ce qui est encore de plus étonnant dans ce musée, c'est qu'on vous met vraiment dans l'ambiance avec les matériels de guerre. Regardez, c'est la première fois que je vois un moteur du chasseur terrible Typhoon, qui était l'ennemi juré des chars allemands, parce qu'il était équipé, regardez, avec ses roquettes. Et vous regardez le moteur, c'est une petite idée, vous connaissez le moteur de votre voiture. Regardez, c'est les moteurs en H, c'est-à-dire une rangée de cylindres 6, 12 de l'autre côté, 18, 24. Il y a 24 cylindres, 2200 chevaux, ça pèse 1 tonne. Et celui-ci, il a été abattu, il a percuté la planète et il s'est enfoncé à 5 mètres sous terre. Et regardez, derrière, on voit, on a récupéré l'hélice au moment de l'impact. Ça vous donne une idée, regardez. Ce que l'on aime ici, à ce musée d'Arromanches, c'est bien sûr la richesse des collections, les produits insolites, vous avez vu, mais surtout la beauté des maquettes. Je vois des maquettes et je comprends. Regardez, voilà, le port. Vous avez le port là sous les yeux, avec les routes flottantes, avec les plateformes flottantes, les quais de débarquement. Mais la difficulté pour vous, et c'est ce que j'apprécie, c'est que vous êtes le spécialiste, n'est pas déçu. Madame Michu, comme on dit, elle regarde, et surtout, vous donnez envie aux jeunes qui n'ont pas connu cette époque. Tout à fait. Des maquettes, comme on dit, ça parle de 7 à 77 ans.
puisque c'est véritablement des objets qui permettent de témoigner quelque chose qui n'est plus tangible, hein. On voit à quoi ça pouvait ressembler maintenant sur les photos d'archives, et ces maquettes historiques, présentes au musée depuis les années 50, viennent expliquer une histoire très complexe. On parle d'ingéniosité, on parle de la logistique, et tout ceci est possible grâce à ces maquettes et à l'ensemble de l'exposition. Alors, seule chose, vous venez à Romanche, laissez passer les événements, allez absolument au musée, vous serez d'ailleurs très bien accueillis, et vous allez y passer une journée merveilleuse. Surtout, ne ratez pas ça.